Donc, ce que je veux faire, c'est justement faire une démonstration sur les différentes actions que vous devez savoir faire pour gérer vos fichiers. C'est clair? Donc, on va toucher à la fonction gestion du stockage qui est offerte par le système d'exploitation, notamment le système Windows. Alors, je vais vous la proposer en deux modes. Le mode CMD, le mode commande, on appelle aussi le mode console, et puis deuxième mode, en mode graphique. C'est clair? Alors, je commence par le premier. Justement, pour avoir la main, afin de donner au système les différentes commandes, j'ai besoin de lancer un certain programme qui s'appelle l'interpréteur de commande, ou bien l'invite de commande. Il est abrégé par Windows par CMD. Je le lance. C'est un programme qui va s'exécuter et le résultat, bien sûr, c'est une fenêtre qui va s'afficher qu'on appelle la console. Justement, cet écran noir, c'est ce qu'on appelle la console. Alors, regardez, on va utiliser un certain nombre de commandes pour la première fois, pour certains, peut-être. Alors, mais pour les autres qui n'ont jamais vu, ils n'ont pas à s'inquiéter. Parce que si vous tapez, par exemple, help, c'est une commande qui est dirigée au système qui va nous donner de l'aide. En réalité, ça va vous donner la liste exhaustive de toutes les commandes que le système pourrait exécuter pour vous. Regardez, chaque commande, il a un nom. Souvent, c'est un acronyme. C'est donc un nom contracté. Mais en face de chaque nom, vous allez voir une désignation. Vous allez avoir la signification de la commande. Bon, parmi les commandes que je vais essayer en premier lieu, donc déjà on en a vu une, c'est help. À tout moment que vous avez oublié vos commandes, que vous voulez savoir retrouver votre commande, vous n'avez qu'à taper help, et puis on vous donnera la liste exhaustive de toutes les commandes. Alors, je veux maintenant juste effacer cet écran, parce que maintenant il est plein, comme vous pouvez bien le constater, et pour ce faire, je vais taper CLS, Clear Screen. C'est l'abréviation de Clear Screen. Clear, CLS, Clear Screen. Screen. Mon anglais n'est pas, mon accent, il n'est pas très anglo-saxon. En fait. De toute façon, c'est Clear Screen. Je ne sais pas si c'est avec un N, deux N, deux E ou bien un seul E. CLS. C'est clair? S'il vous plaît. Alors, voici le résultat. Le résultat, c'est comme si on a effacé le tableau. C'est comme si on a pris une brosse et on a effacé le tableau. Alors, ici, en réalité, on se trouve déjà à une position bien donnée au niveau de l'arborescence de stockage. Ce que vous devez savoir à ce niveau-là, c'est que tous les éléments que vous stockez, ne m'obligez pas à faire ça, en fait, parce que si je le fais, ben, je suis en train de gâcher mon enregistrement et aussi mon cours. Donc, il y a un minimum de respect. Et aussi capitaliser. Capitaliser. Faire un capital. Pour l'étudiant, c'est important. Comme le commerçant, il a besoin de faire un capital, à la fin, il se dit, qu'est-ce que j'ai gagné alors pour cette journée-là? Mais l'étudiant doit faire pareil aussi. À la fin, il va dire, qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui, des cours d'aujourd'hui? Il faut qu'il fasse un petit résumé dans lequel il va dire, eh ben, tiens, là, j'ai appris quelque chose, là, j'ai pas appris grand-chose, là, j'ai bien compris, là, j'ai pas bien compris, etc. Et il va donc remettre un peu en cause tout ce qu'il a vu. Il pourrait donc s'améliorer, aller de l'avant, et comme ça, il va faire un héritage, il va faire une compétence, etc. Alors, je viens de montrer deux commandes, la commande help et la commande CLC. Alors, mais l'objectif que je vise actuellement, aujourd'hui, c'est de la création d'espace de stockage pour mes propres documents. C'est clair? Donc, moi, par exemple, je vais l'orienter en fonction de ce qu'on va faire nous-mêmes. Je vais l'orienter en fonction des activités que nous allons faire durant notre cours. Donc, j'ai besoin d'un espace de stockage. Ici, je me trouve déjà dans un emplacement. C'est ce qu'on appelle le dossier par défaut, bien le dossier courant. Regardez, en fait, c'est ce qui est indiqué dans l'invite. C'est pourquoi on parle d'invite. C'est ça ce qu'on appelle l'invite. Ce que vous voyez là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'invite de commande. Donc, il indique, vous êtes actuellement dans quel espace? C'est l'espace ThinkPad. ThinkPad, c'est le nom de ma machine, qui se trouve dans Users.
dans les utilisateurs qui se trouve dans la racine C. C, c'est le nom du disque dur. C'est clair? Ou d'une partition dans le disque dur. Le disque dur, il peut être partitionné en plusieurs partitions. Chaque partition peut avoir une lettre qui la désigne. Donc là, je suis actuellement dans C, mais plus exactement dans Users, plus exactement dans ThinkPad. Alors moi, je ne vais pas rester ici, je vais donc revenir à la racine. Je vais revenir à la racine, parce qu'on a une arborescence. Je veux donc revenir à C. Je vais donc taper Change Directory. Change Directory, CD, changer de dossier, pour aller au dossier parent. Si vous voulez aller au dossier parent, donc vous allez remonter de ThinkPad, qui est un sous-dossier, pour aller vers Users, qui est le dossier père. Il suffit juste de taper CD, point, point. Vous voyez, actuellement, je suis dans Users. Si je la refais, alors pour refaire une commande que vous avez déjà tapée, vous allez juste appuyer sur les touches de direction vers le haut. La flèche, vous avez dans votre clavier 4 flèches, une flèche vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. On les appelle touches de direction. Touches de direction. Si vous appuyez donc sur la touche vers le haut, ça va rappeler la dernière commande que vous avez tapée. Les dernières, donc vous voyez, c'est comme si on les a mis dans une... Est-ce que c'est une file celle-là? Est-ce que c'est une queue? La première qu'on a placée, c'est la dernière qu'on va retrouver. Ce n'est pas une file, celle-là. Ce n'est pas une queue. C'est plutôt ce qu'on appelle une pile. Un LIFO. Last in, first out. Donc, je rappelle la dernière commande qui a été exécutée. La dernière commande qui a été tapée. Donc, regardez, si j'appuie, c'est change directory, point, point. Si j'appuie encore vers le haut, c'est ls. Si j'appuie encore vers le haut, head. Je pourrais remonter. Donc, moi, je veux donc aller vers C. Je suis arrivé à C. Alors, donc, je viens de vous montrer comment est-ce qu'on remonte dans l'hierarchie, dans l'arborescence. Comment est-ce qu'on va descendre maintenant? Si je veux descendre, je dois mentionner le fils, parce qu'un père, il peut avoir plusieurs fils. Un fils, il n'a qu'un seul père, c'est ça donc la notion d'arborescence. Un fils n'a qu'un seul père, mais un père peut avoir plusieurs fils. Là, je veux passer du père vers un fils donné. Donc, il va falloir que je le mentionne par son nom. Je dois donc mettre change directory, le nom du fils. Mais si je mets comme ça, par exemple, n'importe quoi, ça signifie qu'il n'y a pas de fils qui s'appelle ainsi. Il n'y a pas de fils qui s'appelle SDS. Donc, tout de suite, quand vous donnez une commande que le système ne pourrait pas faire, vous aurez donc une réaction. Le système, il va vous afficher un message d'erreur. Je refais. Donc, par exemple, je vais aller vers Users. Voilà, je viens de descendre. Je vais aller vers ThinkPad. Je viens de revenir au dossier là où j'étais au départ. Vous voyez, je pourrais descendre comme je pourrais remonter. La commande qu'il faut retenir, c'est laquelle? Alors, change directory, point, point. Change directory, point, point, si vous voulez remonter. Change directory, le nom du fils, si vous voulez descendre vers un fils donné. Alors, mais des fois, quand vous avez suffisamment descendu, par exemple, je pourrais mettre ici bureau. Non, il n'y a pas de bureau, donc par exemple, je pourrais mettre vidéo. Regardez actuellement où je suis au 4e niveau. Je suis descendu de la racine C vers le 2e niveau users, vers ThinkPad 3e niveau, vers vidéo 4e niveau. Alors, si je veux donc revenir à C, je dois mettre CD 3 fois. CD point point 3 fois. Alors, je pourrais donc rapidement demander de revenir à la racine en faisant ça. Change directory anti-slash. Change directory anti-slash. Change directory 2 points, point, point, ça revient au père. Change directory anti-slash, ça revient complètement à la racine, c'est-à-dire à l'ancêtre, au premier ancêtre. Regardez, en fait, on est dans C. Alors, voilà. Donc, cette histoire de navigation, de descente et de remontée, on vient de la voir. Donc, je récapitule. Les commandes à retenir sont lesquelles? Les commandes jusqu'à présent pour faire la descente et la remontée. On va appeler la navigation. Pour faire la navigation, ça remonte au père. Directory en slash,
revient anti-slash, ça revient au père suprême, au premier ancêtre. Oui. Anti-slash. Anti-slash. C'est l'inverse de la division. Il y a la division, c'est ce qu'on appelle slash, pour aller vers le premier père, vers la racine de l'hierarchie. Vers la racine de l'hierarchie. C'est ce qu'on appelle justement la racine, pour aller au dossier racine. Le dossier racine, il s'appelle C de point anti-slash. Alors, pour aller vers l'indice, change directory, le nom du dossier ou du sous-dossier. En français, on dirait dossier ou bien répertoire. C'est la même chose. Dossier ou répertoire. En anglais, on va dire directory. Directory, oui. Donc tout le monde sait faire cette navigation. Bien sûr, il serait intéressant de l'essayer. Vous allez pouvoir le faire. Pas maintenant, non. Toi, tu vas pouvoir le faire, mais les autres, non. Donc ce qu'on va faire, on va voir à la fin de la séance, on va en parler. L'idéal, c'est de ramener vos ordinateurs, de ramener vos PC portables. C'est clair? C'est ça l'idéal. Alors maintenant, si vous voulez travailler à des groupes de 3, vous pouvez donc... oui, on prendra la pause. Je dois noter les absences, s'il vous plaît. On était ici sur la console. Donc, à présent, tout le monde doit savoir comment descendre et remonter dans une hiérarchie. Maintenant, la question à laquelle on va répondre, c'est comment doit-on créer notre propre espace? S'il vous plaît. Allons-y. Donc, pour créer un répertoire, on va mettre... Hein, il est... Il vient d'être figé. Alors, make directory, on va créer un dossier qu'on va appeler nos documents. Vous étiez en train de faire quoi? Moitié penché vers l'extérieur. Oui, moitié penché vers l'extérieur. Alors, make directory, donc construire un dossier, make directory, pour construire un dossier, que j'appellerai par exemple mes documents. Moi, je l'appelle comme ça, mes documents. C'est là où je vais faire donc tous mes documents qu'on va faire ensemble. Donc, retenez bien, c'est ici que nous allons faire tous nos documents. Il est directement placé dans C. Alors, MD, pour dire construire un nouveau dossier. Il suffit juste de lui donner un nom. Voilà, je vais donc le construire, je vais valider. Automatiquement, il a été créé. Je pourrais descendre à l'intérieur. Je vais mettre donc change directory mes documents. Comme ça, je me trouve à l'intérieur. Je suis passé maintenant dans le dossier que je viens de créer. Alors, je vais donc partitionner un peu mes documents. Les documents que je vais créer, ils sont de plusieurs types. Donc, il y aurait des classeurs Excel, il y aurait des documents Word, il y aurait des programmes MATLAB, etc. Donc, on va mettre un dossier ou bien un sous-dossier pour chaque type de document. Et par suite, je vais donc créer d'autres dossiers à l'intérieur. Je vais donc mettre encore make directory documents Excel, ou je pourrais juste les appeler classeurs. Sinon, je les appellerai Excel tout court. Oui. On va y arriver. On va y arriver. C'est un langage de programmation dédié au calcul mathématique, au calcul numérique sur ordinateur. Pour le moment. MATLAB, c'est l'abréviation de... Oui, de... MATLAB. Donne-moi les deux mots. MATLAB. C'est l'abréviation de quoi? À votre avis? Oui. Laboratoire, oui, on pourrait dire ça. On a une machine mathématique, c'est Matrix. Matrix, laboratoire. Laboratoire de calcul matriciel. Laboratoire de calcul matriciel. Nous allons voir dans MATLAB que tout est représenté comme des matrices. Et donc, pour faire des calculs, justement, même en physique, quand on modélisera nos problèmes, on va donc trouver des systèmes. Et les systèmes, on pourrait toujours les noter sous forme de matrices. Donc, la majorité des problèmes scientifiques qu'on a besoin de résoudre, ils se formulent par des équations matricielles. MATLAB est un ensemble de composants assez
ما تفوتش لا ليميت. Un modèle d'étudiant. Un modèle d'étudiant, il ne faut pas sortir de ce modèle. Le modèle d'étudiant, quand il est en cours, quand il est dans la classe, il se doit faire quelque chose. Ce n'est pas des obligations contraignantes, c'est plutôt des obligations qui vont vous permettre, c'est vos intérêts, qui vont vous permettre d'apprendre dans les meilleures conditions. Donc, il ne faut pas faire sauter la classe. Il ne faut pas faire sauter les éléments qui se trouvent dans la classe. Je ne suis pas perturbé. Voilà, je ne veux pas vous faire perdre de temps, je ne veux pas vous faire que vous restez pas sans rien à regarder, etc. Donc, vous voyez, c'est ça qui nous motive. Et pour vous avoir une motivation par rapport à notre c'est que vous allez apprendre donc à utiliser des outils correctement, et ça, c'est bien. Alors, MATLAB, on va le voir vers la fin de notre module. Donc, on pourrait répondre de cette manière. C'est clair? Donc, nous allons le voir. C'est tout. Mais quand même, des fois, anticiper, c'est bien. Le prof quand vous lui posez une question, il ne répond pas, c'est comme s'il bloque votre anticipation. Et nous, on veut bien que vous anticipiez, que vous soyez quelqu'un qui anticipe. Donc, MATLAB, c'est un peu clair. Tous les noms, toutes les appellations techniques, souvent, c'est des contractions. Donc, il est composé en deux mots. Matrix, qui veut dire matrice, lab, qui veut dire laboratoire. Donc, on pourrait donner une phrase. MATLAB est un laboratoire, ou est un laboratoire de calcul matriciel. Est un laboratoire de calcul matriciel. MATLAB, il est utilisé partout dans les domaines scientifiques, dans les domaines d'ingénierie, dans les domaines techniques. Tout le monde, toute la communauté des ingénieurs, des mathématiciens, des chimistes, des biologistes, ils utilisent le MATLAB. Donc, MATLAB, il est très riche en bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est très riche. Donc, vous aussi, en tant que futur ingénieur génie civil, vous allez trouver une bibliothèque dédiée au génie civil. Par exemple, le calcul par élément fini. Donc là, j'anticipe. Ça m'a dit, je le calcul par élément fini. Voilà l'étudiant qui est bien averti, je vais dire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va capter ce mot-là, il va le noter dans son bloc-notes, et le soir, au lieu d'aller perdre le temps, il va dire, c'est quoi calcul par élément fini, par exemple. Il va donc trouver une petite réponse. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais quand même, il va capitaliser, il va constituer une compétence autour de sa formation. C'est clair? Et voilà, comme tu fais, moi, le prof, il est là, surtout à votre niveau, ce n'est qu'un simple orientateur. Le prof n'est qu'un simple orientateur. Il va vous aider pour prendre votre chemin. Mais là, le gros actuellement, le gros du travail, c'est vous qui doivez le faire. C'est vous qui doivez faire le gros du travail. Moi, je vous indique les grandes lignes et vous faites le reste. Alors, je suis actuellement en train de gérer le stockage. Donc, je veux créer mes espaces de stockage. C'est clair? Je veux créer mes espaces de stockage. Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, c'est la dernière fois que j'accepte de venir en retard. Alors, non, regardez, en fait, on est sorti à moins 15. Il est maintenant 16h13 minutes. Ça fait donc 15 plus 13, ça fait 29 minutes. Nous ne pouvons pas se permettre de faire une pause de 29 minutes. D'accord? C'est trop. Donc 15 minutes, normalement c'est 15 minutes, pas plus. 15 minutes, il y a 3 heures. Il a redit 20 minutes, c'est mauvais. Il ne faut pas que cette récréation soit plus lente que la séance elle-même. Donc revenez à l'heure, s'il vous plaît.
Alors, je suis en train de créer des sous-dossiers. J'ai déjà créé le dossier principal, je vais créer d'autres sous-dossiers. Je vais créer donc un là où je vais mettre mes documents Excel. C'est chose faite. Donc, j'ai créé déjà un dossier Excel. Je vais aussi créer un autre dossier par Make Directory que j'appellerai Word pour les documents, traitement de texte. J'ai pris les noms des logiciels, s'il vous plaît. Ensuite, Change Directory. PowerPoint. On va écrire comme ça. Alors, PowerPoint. Alors, non. Je dois mettre Make Directory. Make Directory. Pas Change Directory. Make Directory, c'est la commande qui permet de construire un dossier, de créer un dossier, un espace de stockage. Donc, jusqu'à présent, j'ai créé 3 espaces. Je vais créer un dernier pour MATLAB. Make Directory MATLAB. Regardez, si je veux consulter quels sont les dossiers que j'ai créés, je pourrais le faire ici en disant dir directory, directory, ça nous permettrait de voir les sous-dossiers qu'on a créés ici. Regardez, en fait, on a créé 4 sous-dossiers. Le dossier Excel, MATLAB, PowerPoint et Word. Alors, les 4 dossiers, ils sont dans le dossier qui s'appelle Mes documents, lequel lui-même, il est dans C. Alors, mais je pourrais aussi faire tree. Tree, ça veut dire l'arborescence. Je pourrais demander de donner l'arborescence. Regardez, ça donne un peu l'arborescence. Vous voyez, en fait, ça vous donne donc les différents nœuds, les différents éléments qui se trouvent dans le dossier en cours. Le dossier en cours, c'est mes documents. Alors, si je reviens par exemple à C, je reviens à C, je suis dans la racine et je reconduis l'action tree. Tree, donc, ça donne l'arbre. Ça va vous donner toute l'arborescence. Vous voyez? Et ça va prendre un peu de temps. On pourrait toujours l'arrêter en mettant CTRL-C. Si vous exécutez une tâche qui est trop longue et que vous voulez donc l'arrêter de manière prématurée, vous n'avez qu'à taper CTRL-C. CTRL-C, ça permet d'arrêter l'exécution. Alors regardez, si je mets CLS, comme ça j'efface l'écran. Pour récapituler maintenant, on a vu la commande Change Directory pour rentrer vers un dossier fils, notamment mon dossier que j'ai appelé Mes documents avec S. Je rentre dans mes documents. Si je mets dire, je vais pouvoir observer les sous-dossiers et les fichiers qui se trouvent dans ce dossier-là. Pour le moment, on n'a que des dossiers. C'est indiqué par rep. Vous voyez, en fait, la mention, la colonne qui est juste avant, ça s'appelle, c'est mentionné par rep, ça veut dire que c'est un répertoire. Donc, on a créé 4 répertoires et le répertoire parent qui contient les 4. Voilà. Alors, je vais arrêter à ce niveau-là pour le mode commande. Bien sûr, il est question de savoir effacer. Comme je vais créer, s'il vous plaît, comme je vais créer en mode graphique, je vais donc détruire ces dossiers, je vais les recréer par une autre démarche. Justement, ça va me permettre de vous montrer comment vous pouvez détruire un dossier. Pour détruire un dossier, oui. Comment? Là, je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est on pourrait donc un petit peu changer les caractéristiques. On pourrait changer un peu les propriétés en affichant un petit peu avec une taille plus grande. C'est un peu ce qu'on pourrait faire. Il est un peu limité, cette console. Donc, vous voyez, ça ne donne pas, il est très limité. Au niveau affichage, c'est ça la reproche qu'on pourrait lui faire. Ah, tu viens juste d'entrer. Allons-y. Alors, je vais donc effacer l'architecture ou la structure que je viens de créer, je vais l'effacer. Pour effacer un dossier, il faudrait se mettre à l'extérieur. Il faut se mettre au niveau du père. Vous ne pouvez pas effacer un dossier alors que vous êtes à l'intérieur. Donc, par exemple, actuellement, je suis dans mes documents. Je pourrais donc effacer en mettant Remove Directory, RD, Remove Directory, le nom du dossier que je veux supprimer. Par exemple, Excel. Regardez, le dossier a été supprimé. Si je mets dire, je vais voir qu'il n'y a plus de dossier Excel. Je vais refaire la même chose pour détruire
MATLAB. Par exemple, je suis en train de refaire, vous voyez bien. Donc, si on avait la possibilité d'écrire un programme, on pourrait lui dire répéter 4 fois. On pourrait lui demander de répéter 4 fois, par exemple. Et ça va automatiser ce que je suis en train de faire manuellement. Alors, je vais donc détruire encore PowerPoint. Et qu'est-ce qui me reste à détruire? Word. Donc, je vais détruire aussi le répertoire Word. Alors, j'ai tout détruit. Je vais donc remonter au père et je vais détruire mes documents. Remove directory, mes documents. Voilà, j'ai plus aucun dossier parmi ceux que je viens de créer aujourd'hui. Je les ai détruits donc pour montrer justement la commande qui permet de détruire. Donc, retenez bien, pour créer un dossier, c'est make directory, md. Pour détruire un dossier, c'est rd, remove directory. Alors, je vais passer maintenant au mode graphique. Le mode graphique, on pourrait y aller à travers ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Regardez, c'est celui-là. Donc, sur Windows, dans la barre de tâches, vous voyez un peu l'icône qui symbolise la gestion des dossiers. Regardez, en fait, là, je suis dans un dossier donné. Mais là, c'est beaucoup plus meilleur. Vous allez voir que à ce niveau-là, en fait, vous pouvez rapidement, grâce à la souris, rien qu'avec des clics, vous pouvez donc, par exemple, rentrer dans la racine. Actuellement, je suis dans C. Vous pouvez donc rentrer dans un dossier appartenant à C, par exemple, Access. Ça, c'est un dossier pour les bases de données Access. Je l'ai fait pour mes classes, par exemple, pour mes classes de l'année dernière. Donc, j'ai fait un dossier pour chaque classe, par exemple, un dossier pour cette classe, un dossier pour les autres classes aussi. Donc, vous voyez, il y a GC, GHEV, etc. C'est un peu les classes auxquelles j'ai enseigné la matière Access l'année dernière. Alors, je veux faire votre dossier maintenant, aujourd'hui. Donc, moi, je préfère le nommer par votre nom, donc en mettant, par exemple, nouveau dossier. Regardez, il suffit juste de cliquer ici. Donc, c'est rien que la souris qui parle. C'est donc très, très facile à faire. Je clique sur le bouton nouveau dossier, sur la barre ici, et je vais donc le nommer. Je vais rentrer le nom. Je vais mettre mes documents. Mes documents. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors, si j'actualise, je vais voir qu'il y a mes documents qui va apparaître là, dans C. Si je rentre dans C, c'est en ordre alphabétique, je vais trouver mes documents. Il est là. C'est clair? Mais sinon, il est toujours ici. Je pourrais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Là, je n'ai besoin que de cliquer dessus pour l'ouvrir, ici. Donc, il y a la bande qui se trouve à gauche. Ça vous donne l'arborescence. Et ce que vous avez dans la grande partie à droite, c'est plutôt le contenu. Donc, actuellement, j'ai ouvert le dossier Mes documents. C'est ce qu'on appelle alors le dossier courant. Vous le voyez là, ici. Vous voyez l'arborescence. Alors, donc c'est encore vide. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais cliquer sur Nouveau dossier. Je vais créer donc Excel. Je vais créer encore en cliquant sur Nouveau dossier, mais je pourrais copier par exemple. Si je veux copier, je mets CTRL-C, CTRL-V et je viens de copier un dossier. Donc vous voyez, juste des raccourcis. CTRL-C pour dire copier, CTRL-V pour dire coller. Alors regardez, je vais donc changer le nom. Je vais renommer. Pour renommer, c'est très simple aussi. Il faudrait juste aller vers l'icône, à côté de l'icône, au niveau du nom, et vous cliquez par la souris. Un premier clic, ça sélectionne le dossier. Un deuxième, ça rentre dans le nom pour le changer. Comment? R? Pourquoi R11? Ah oui. F11, tu veux dire. F11. F11. Alors, parce que R11, moi j'ai compris autre chose. Comment? Alors, Air France, oui. Alors, on va mettre notre dossier, Word. C'est très simple, en fait. Vous voyez que je pourrais créer un nouveau dossier rapidement, s'il vous plaît. Attention, parce que je fais cette activité une seule fois. Alors, je vous garantis, en fait, que je l'ai fait pour toutes mes classes. Et quand on est dans le devoir, parce qu'on va faire des devoirs TP sur machine,
Et on demande aux étudiants de fournir leurs travaux, donc, sous forme d'une certaine architecture, par exemple d'une certaine structure dossier. Ben, je vous rassure, je vous garantis qu'il y a quelques-uns qui ne savent pas faire. Qui ne savent pas faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont limités. Parce qu'ils étaient out, ils n'étaient pas présents quand je faisais les démonstrations. C'est clair? Donc, retenez bien ça, parce que c'est très important. Le premier devoir qu'on va faire, on vous obligera à créer une suite de dossiers et à ranger vos documents que vous allez réaliser, que vous allez créer, vous allez les ranger dans ces dossiers. Et quand vous allez donc livrer votre travail, vous allez me le livrer en tant que tel. C'est-à-dire se forme d'une suite de dossiers. Donc, savoir créer un dossier, savoir copier un dossier, savoir renommer un dossier, savoir détruire un dossier, c'est déjà le travail de base au niveau du stockage. Alors, je pense que certains, ils savent faire ça, les yeux fermés. Mais quand même, moi, je parle à ceux qui ne savent pas faire. Il faut donc, c'est le moment de voir comment est-ce qu'on fait. Alors, je vais créer les autres dossiers, donc, pour PowerPoint. Et puis, un dernier dossier pour MATLAB. Nous, on aura besoin de faire des travaux pour ces 4 logiciels. Donc, on aura besoin de ces 4 dossiers. C'est clair? Voilà, pour le moment, il n'y a pas de document. Mais par exemple, si on veut créer un premier fichier Excel, comme ça, je vous montrerai maintenant comment faire pour créer un document. Regardez, je vais ouvrir le dossier. Je viens d'ouvrir le dossier qui est vide actuellement. Et je vais cliquer sur le bouton droit. Je vais mettre « Nouveau ». Et là, toutes les applications qui ont été installées sur Windows, ils vont être rappelées ici dans le menu contextuel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un dossier, vous cliquez sur le bouton droit, on vous donnera toutes les applications avec lesquelles vous pouvez créer des documents. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver Excel? Il est là. Regardez, il est ici. Feuille de calcul Microsoft Excel. Je vais le sélectionner. Et automatiquement, j'ai créé un premier fichier. Je viens de le créer. C'est Windows qui l'a fait pour moi. C'est clair? C'est Windows en passant par Excel. Alors, regardez. Je vais le renommer. Je l'appellerai, par exemple, je lui donnerai un premier nom. Je veux faire un premier calcul. Par exemple, je veux calculer et tracer certaines fonctions scalaires. Les fonctions les plus intéressantes pour moi, je vais les appeler fonctions scalaires, par exemple. Je veux ici montrer les fonctions scalaires usuelles. Fonctions scalaires usuelles. Par exemple, c'est mon premier classeur, mon premier document Excel que je vais créer. Je valide. Donc, je viens de créer le fichier. Si je veux le lancer, je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Et là, vous voyez qu'il y a 2 façons de lancer une application dans Windows. 2 façons. Soit de lancer un document qui a été créé par cette application, soit d'aller chercher l'application dans le menu démarrer, ici. Dans le menu démarrer, je vais aller vers tous les programmes et je vais chercher mon application. Je vais la lancer. Sinon, vous allez juste taper ici Excel, dans la barre de recherche. On vous donnera donc l'application Excel. Par exemple, moi, je travaille sur Excel 2010. Alors, regardez, la deuxième manière de lancer l'application Excel, c'est d'entrer dans le fichier lui-même. Donc, de double-cliquer sur le fichier. Vous allez l'ouvrir alors. Et donc, forcément, vous allez solliciter l'exécution de l'application qui le gère, à savoir Excel. Voilà donc un classeur Excel. C'est ça ce qu'on appelle un classeur Excel. Alors, donc, c'est quoi Excel? Excel est une application qui vous donnera, qui s'illustre par cette interface. Ça, Excel. Ça, c'est la feuille de démarrage d'Excel. Donc, comme toute application Windows, c'est composé d'une barre de titres. Vous voyez le titre en haut. C'est le nom de l'application et le nom du fichier qui est ouvert. Vous trouvez des menus, une barre de menus. Et vous trouvez en réalité ici les menus, ils sont représentés sous forme d'onglets. Chaque onglet vous donnera un ensemble de commandes. Par exemple, vous voyez l'onglet Accueil. Toutes les commandes que vous voyez là, ça relève c'est en rapport avec l'accueil. Vous avez un autre onglet, Insertion, Mise en page, si vous voulez préparer les travaux d'impression, Formule, si vous voulez gérer vos formules, Données, pour donc faire par exemple l'échange de données entre offres, pour manipuler vos données, Révision,
Si par exemple vous avez demandé de faire un travail à quelqu'un, à votre étudiant par exemple, bien à votre collaborateur, il vous a fait un travail et vous voulez lui indiquer des corrections. Vous devez corriger ce point-là, cette partie-là n'a pas été bien faite, etc. Souvent, c'est ce que fait le prof à ses étudiants. On pourrait donc envoyer le classeur au prof, et le prof, donc, il va venir dans révision, il pourrait donc réviser un peu en indiquant des corrections à faire. Souvent avec des couleurs bien données, avec par exemple un stylo rouge, on pourrait indiquer au niveau du classeur quelles sont les corrections que l'étudiant doit faire. Mais c'est vrai aussi pour un technicien et son supérieur. Un supérieur pourrait toujours demander à un technicien de changer, de faire quelques changements. L'affichage, donc la gestion de l'affichage, c'est ce que vous voyez actuellement. Vous pouvez donc le modifier. Comme par exemple diviser cet espace-là en 4 zones. Je pourrais par exemple afficher 4 zones. Et dans chaque zone, je pourrais voir une partie du classeur, par exemple. Vous voyez, en fait, là, il y a des organisations qu'on pourrait faire. Beaucoup d'organisations qu'on pourrait faire. Développeur, c'est pour faire de la programmation. Pour programmer, pour donc, s'il vous plaît, vous, de ce côté-là, on va donc soit qu'on va vous êtes très décalé, vous profitez pas de parler. Je ne sais pas qui parle en fait parmi vous. Vous avez ça. Bon, ben moi je veux faire les fonctions scalaires. Je veux par exemple représenter quelques fonctions. Ben, je vais donc des fonctions qui dépendent de x. Donc je vais mettre dans une colonne x, dans une autre colonne, par exemple la première fonction, je vais prendre les fonctions trigonométriques usuelles, par exemple, je vais mettre sinus de x, cosinus de x, tangente, on pourrait la faire, tangente de x, par exemple, etc. Bon, on pourrait faire un autre tableau, une autre catégorie, parce que je veux faire dans le même tableau des fonctions qui soient comparables. Des fonctions qui soient comparables. D'ailleurs, la fonction tangente, il n'est pas du tout comparable avec cosinus et sinus. Certes, c'est la famille des fonctions trigonométriques, mais au niveau allure, c'est pas de la même façon. Donc, normalement, je ne dois pas la mettre avec le groupe. Alors, je mettrai d'autres fonctions. Par exemple, je mettrai x, fonction linéaire de x, par exemple ax plus b, ax plus b. Une fonction polynomiale. Par exemple, je pourrais mettre ax carré plus bx plus c, par exemple. Alors, une fonction exponentielle, par exemple, a à la puissance x. A à la puissance x. Exponentielle de x. Log de x. Ce ne sont que des en-têtes, que des étiquettes. Donc, peu importe l'écriture. Alors, je vais maintenant donner une valeur à x. Je veux par exemple représenter les fonctions trigonométriques sur une période, pour les deux premières, sur 0 jusqu'à 2pi. De 0 jusqu'à 2pi. Regardez, je vais taper 0. Je vais taper par exemple 0,01. Donc vous voyez, je suis en train d'entrer des valeurs dans des cellules. C'est clair? Dans une cellule, je peux entrer du texte, comme x, sinus de x, etc. C'est que du texte, comme je pourrais entrer des valeurs numériques. Vous allez tout de suite constater une chose, que Excel, il reconnaît un peu le format des données. Par exemple, quand je lui ai entré x, il l'a arrangé vers l'extrême droite. Quand je lui ai entré 0,01, il l'a mis vers l'extrême gauche. Cela donc signifie que Excel est capable de détecter le format de la donnée, le type de la donnée. Par exemple, si je rentre vrai, faux, ça c'est ce qu'on appelle des données booléennes. Les données booléennes, ils sont centrées
au niveau des cellules. Chaque fois que vous calculez une donnée booléenne, vous n'arrivez pas à voir. Ici, par contre, on pourrait agrandir. J'ai besoin d'une souris pour le faire. S'il vous plaît. Alors, j'attends que la souris soit prise en charge. Donc, vous pouvez bien constater que les données de type texte qui sont alignées vers la gauche, les données de type numérique, les nombres, les réels, les entiers, ils sont alignés vers la gauche. Et puis les données booléennes, les données logiques comme vrai, faux, 0, 1, oui, non, ils sont centrés. Ça veut dire que Excel reconnaît le format des données. Alors, regardez, en fait, pour le moment, moi, je veux rentrer des données numériques, c'est-à-dire les valeurs de X. C'est comme si je veux graduer l'axe des X. Je veux le graduer. J'ai donc entré deux valeurs, 0 et 1. Je vais les sélectionner toutes les deux. Toutes les deux. Et là, je vais aller vers... Regardez, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une plage, ou bien une zone sélectionnée. Une plage. Alors, quand vous avez une plage sélectionnée, il est entouré par un rectangle en trait noir. Mais regardez bien, en bas, à droite, vous avez un petit rectangle noirci. Un petit rectangle noirci. C'est ce qu'on appelle le poignet de recopie, ou bien le poignet de sélection. Regardez, en fait, en allant vers ce poignet, la souris, il se transforme. Regardez, en fait, actuellement, la souris se forme d'un grand plus, mais quand je m'approche, si j'irai vers la bordure, ça devient une flèche avec double flèche noire. Ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer. Si vous faites un clic et vous faites bouger, vous allez pouvoir déplacer le contenu de la plage. Mais si vous venez dans ce poignet dont j'ai parlé tout à l'heure, ce petit rectangle qui est en bas, à gauche, à droite plutôt, je suis désolé, c'est à droite, en bas à droite, regardez, en cliquant sur ce poignet et en faisant glisser vers le bas, vous allez alors créer ce qu'on appelle une suite arithmétique de valeurs. Je dois aller jusqu'à quand, en fait? Moi, je veux créer une période pour sinus, ou bien pour cosinus. Donc, j'irai jusqu'à 2pi, jusqu'à 2 fois pi, c'est-à-dire 6, à peu près 6,28. Alors, regardez, je vais donc continuer à descendre. Je l'ai dépassé largement. En tout cas, je ne veux pas dépasser. 1. Voilà, je remets un petit peu le... Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller moins vite. Les deux cas peuvent être mauvais. Il ne faut pas aller trop vite quand vous descendez. Il ne faut pas aller trop vite parce que vous risquez de dépasser facilement. Donc à chaque fois, il faut freiner, il faut ralentir un petit peu. C'est juste un peu la façon de faire bouger votre doigt pour aller vers... 6,28. Très bien. Alors, normalement, c'est un peu plus que 6,28. Mais 6,29, c'est plus grand. Donc, on va s'arrêter à 6,29. Regardez, en fait, j'ai généré une suite arithmétique à raison 1 centième. Comment Excel a trouvé ces données? Comment a-t-il trouvé ces données? Parce que j'avais sélectionné les deux premières. Et quand vous sélectionnez deux valeurs successives et vous faites glisser, automatiquement, vous dites à Excel, calculez la troisième en ajoutant l'écart entre les deux premières. C'est clair? Donc, ça donnera une suite arithmétique à raison l'écart qu'on a entre les deux premières valeurs, c'est-à-dire 1 centième. Alors maintenant, je veux calculer sinus de X. Sinus de la valeur qui se trouve à gauche. Je vais écrire égal
Alors, pour donc faire un calcul dans une cellule Excel, pour faire un calcul dans une cellule Excel, vous ne voulez pas montrer une donnée, vous voulez rentrer par une formule. Il est nécessaire de commencer par le signe égal. Égal fait savoir à Excel que vous êtes en train de réaliser ou d'introduire une expression. Alors, égal, sinus. Regardez, Excel, il vous donne beaucoup de fonctions. Donc, par exemple, si vous tapez juste si, il donne toutes les fonctions qui commencent par SI. Si, sin, sin hyperbolique, etc. Alors, moi, je veux chercher la fonction sinus. Je suis en face de la fonction sinus. Donc, je n'ai pas besoin d'apprendre toutes les fonctions. En réalité, on a une centaine ou des centaines de fonctions sur Excel. Il suffit juste de connaître un peu l'initiale de la fonction. Dès que, au fur et à mesure que vous tapez, au fur et à mesure que Excel va vous donner la liste des fonctions qui commencent par ce que vous avez tapé. Sinus. Mais on vous donnera même sa syntaxe. On vous donnera une petite description. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie le sinus d'un nombre. Donc, je dois mettre les parenthèses. C'est un peu à la manière de l'usage mathématique de la fonction. F de x, donc vous mettez x entre parenthèses. Et je vais donc lui donner c'est quoi x? X, c'est ce qu'on a juste à gauche. Je vais aller le saisir. Parce que actuellement, comme j'ai fait la parenthèse ouvrante, Excel attend que je lui donne la valeur. Donc, si j'irai cliquer sur une cellule donnée, Excel comprendra que je veux calculer sinus de la valeur de cette cellule. Alors, regardez si je clique sur la cellule qui est à gauche. Qu'est-ce que Excel a écrit à la place? Il a écrit l'adresse de la cellule. Donc, toute cellule appartenant à une feuille est adressée. La dernière fois, on a parlé de l'adresse mémoire. Donc, ici, les cases mémoire, les cellules sont aussi des cases mémoire. Et pour pouvoir retrouver une cellule, Excel les a adressées à sa manière. Donc, il les a réparties sous une forme, il les a organisées d'abord sous une forme matricielle. Il a numéroté les lignes par des numéros. Il a appelé les colonnes par des lettres. Et donc, la cellule que j'ai, qui est actuellement en pointillé, c'est la cellule qui se trouve dans la colonne A et dans la ligne 3. C'est pourquoi donc Excel, il a mis A3. Je vais fermer et je vais valider. Alors, quand vous validez, Excel fera le calcul. Il remplacera A3 par la valeur contenue dans la cellule A3 et calculera la fonction. Alors, je ferai la même chose pour cosinus. Je mettrai égal cosinus de A3. Je calcule de la même façon pour tangente. Je mets égal tangente de A3. Alors pour A3, on aura un problème. Normalement, c'est pourquoi je vous ai dit que ça ne doit pas figurer dans le même lot avec sinus et cosinus. Pour tangente, normalement, c'est défini dans l'intervalle moins pi sur 2, dans l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Ici, on a pris un intervalle de 0 jusqu'à 2 pi. Donc, on aura un petit problème. En tout cas, je vais maintenant demander à ce qu'il calcule pour le reste. Ben, je ne vais pas continuer à calculer comme ça, à entrer les formules. Et justement, Excel est capable de régénérer les formules en les déplaçant. Regardez, en sélectionnant cette zone, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour le point d'hydrocopie, quand vous sélectionnez les 3 formules que j'ai rentrées, si vous prenez le point d'hydrocopie et vous faites descendre, automatiquement, vous êtes en train de refaire le calcul. Donc, au lieu que ça soit pour la première ligne, vous allez la faire pour la ligne suivante. Donc, au lieu que ça soit pour A3, vous allez le faire pour A4, ensuite pour A5, et ainsi de suite. Donc, regardez, en fait, pour faire ça, ce n'est pas la peine de faire glisser. Vous avez vu tout à l'heure que ce n'était pas pratique de faire glisser, en fait. Des fois, ça peut déborder, des fois, ça prend plus de temps. Alors, ici, vous avez une astuce, en fait, qui vous permet de faire plus vite. Regardez, on va juste double-cliquer sur le poignet. En faisant le double-clic, là, on a tout calculé. Regardez à quelle vitesse cela a été fait. C'est juste une infraction de secondes. Il a recalculé pour toutes les valeurs qu'on a en bas. On a donc calculé l'étape de ces 3 fonctions. Remarquez bien, il a donc tout calculé. Voilà. Vous savez combien de valeurs on a fait? On a fait 632 valeurs, à peu près. 632 valeurs. Fois 3. 632 valeurs fois 3, parce qu'on a calculé pour 3 fonctions. Donc, c'est déjà une quantité de calcul importante, considérable, qu'il a fait en quelques millisecondes.
Alors, regardez, je vais faire la même chose pour l'autre. Mais avant d'y aller, avant d'aller faire l'autre table, je vais par exemple demander de tracer, de représenter ces données graphiquement. Parce que là, je suis plongé, ou je viens de plonger dans une liste qui est très grande de valeurs. Je ne pourrais rien analyser, je ne pourrais rien conclure. Certes, je sais en fait l'allure de Sinus, je le sais depuis que j'ai fait le cours sur la fonction, mais si c'était une autre fonction, on ne pourrait pas conclure sur ces chiffres-là. Donc, la meilleure manière de synthétiser ces données, c'est de les représenter graphiquement. Regardez, je vais le faire. Je vais par exemple sélectionner tout le tableau. Pas l'autre, je ne vais pas la sélectionner. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va occasionner si je la sélectionne aussi. J'irai donc vers la fin, jusqu'à la fin. Je viens de sélectionner la plage. Vous voyez, en fait, sélectionner une plage qui est grande, qui est étendue, ça nécessite beaucoup de temps. Voilà, c'est fait. Alors, quand vous aurez fait une sélection, et que vous voulez la refaire encore par la suite, on vous donne la possibilité de la nommer. Vous avez la possibilité de nommer cette plage. Comme ça, si la prochaine fois vous voulez encore la sélectionner, vous n'aurez pas à passer tout le temps que vous l'avez fait au début. Donc, quand vous avez à sélectionner plus qu'une fois une zone, l'idéal, c'est de la nommer. C'est clair? C'est de créer des zones nommées. Comme ça, je dirais à Axel, c'est comme si vous mémorisez les coordonnées. Ça, c'est une zone, c'est un rectangle. Une zone, c'est un rectangle. Donc, il suffit juste de demander à Excel de mémoriser les coordonnées de la zone, notamment l'adresse de la première cellule et l'adresse de la deuxième cellule diagonale, ou située dans la diagonale. Ça va donc retenir toute la fenêtre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mémoriser une plage? Regardez, en fait, je pourrais vous le montrer rapidement en allant vers Formule, ici. Si j'irais vers Formule, en allant vers Gestionnaire des noms, je pourrais donc créer un nouveau nom. J'appellerai par exemple la table, c'est la table des fonctions frigo, par exemple. Voilà, je pourrais désélectionner. Vous voyez, ma plage n'est plus sélectionnée. Mais cette fois-ci, si je veux la resélectionner, je n'aurai qu'à aller ici, là. Regardez, en fait, ici, vous voyez déjà l'adresse de la cellule active, actuellement. Regardez, la cellule active, c'est celle-là. Il est dans H, dans 11. C'est pourquoi vous voyez ici l'adresse H11. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone des adresses. Regardez, si je rentre, ou bien la zone des noms. Si je clique sur la petite flèche, je vais voir donc ma plage que j'avais créée tout à l'heure. Et par suite, donc, si je clique sur cette plage, je vais tout de suite sélectionner toute la zone. C'est comme si j'ai mémorisé donc la zone de travail. Alors, Excel, c'est une feuille qui est très étendue. Elle est très grande. Quand vous placez des chiffres à l'intérieur, des données, souvent, vous les organisez par domaine, par plage. Chaque plage, vous aurez besoin de la sélectionner, de la resélectionner, etc. Donc, l'idéal, pour ne pas sélectionner manuellement, parce que quand vous sélectionnez, ça vous coûte beaucoup de temps. Dès que vous sélectionnez, vous pouvez donc lui apporter un nom. Bon, peu importe la démarche, on va la refaire des dizaines de fois dans notre cours. Donc, ce n'est pas la peine de retenir la démarche, il faut retenir l'idée. C'est clair? C'est que quand vous aurez à sélectionner une plage plusieurs fois, l'idéal, c'est de lui apporter un nom. Et puis, chaque fois que vous voulez maintenant la resélectionner, eh ben, vous n'avez qu'à aller vers cette zone des noms, vous cliquez sur la flèche et vous retrouvez votre liste. C'est clair? Alors, je veux la tracer ou la représenter graphiquement. Je veux représenter ces données graphiquement. Là, je vais aller vers Insertion. Insertion, ça permet d'insérer des graphiques, de représenter graphiquement les données en cours de sélection. Regardez, je vais donc aller vers ce qu'on appelle des nuages de points. Je vais vous expliquer par la suite, parce qu'il y a beaucoup de types de graphiques. On va faire un ensemble de TP que sur les graphiques, et ça serait l'occasion pour nous de vous montrer c'est quoi ou quand est-ce que doit-on utiliser chaque type de graphique. Alors là, je suis dans le cas des fonctions scalaires. Ce qui est conseillé, c'est d'aller vers
vers le type nuage de points. Regardez, je vais choisir de tracer par ça. Nuage de points, sans mettre de marque, puisqu'il y a des marques des fois. Quand vous avez beaucoup de courbes, vous avez besoin de placer des marques pour les distinguer, pour les différencier, surtout quand vous faites l'impression. Je ne vais pas faire de marque. Vous allez voir que Excel il est capable de les distinguer en utilisant les couleurs. Je viens de tracer l'allure ou les allures des fonctions sinus et cosinus. Comme vous pouvez bien le voir, ce sont des fonctions périodiques avec un déphasage. L'une il présente un déphasage de l'autre de pi sur 2. Un déphasage de pi sur 2. Ça veut dire que cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2, ça doit donner cosinus alpha plus pi sur 2. Ça doit donner sinus de pi sur 2. C'est clair? Donc ils ont un déphasage de, c'est comme 2 angles déphasés de pi sur 2. Alors, eh ben, regardez maintenant si je voulais tracer aussi tangente, la fonction tangente. Regardez, en fait, par exemple, je veux ajouter une autre courbe. Je veux ajouter la troisième courbe, parce que là, s'il vous plaît, remarquez bien, quand vous sélectionnez votre graphique, quand vous le sélectionnez, quand vous cliquez dessus, et qu'il devient actif, regardez bien, on vous montre quelle est la plage qui a été représentée. Et en fonction de quoi? La plage représentée, elle est en bleu. En fonction de quoi elle est représentée en magenta? C'est la colonne X. D'accord? Et moi, je veux rajouter la courbe, ou plutôt la colonne qui est juste à côté, c'est-à-dire la courbe de tangente. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Regardez, en fait, je vais juste descendre pour retrouver le bas de la liste, de cette manière, et je vais aller vers le poignet de la zone blanche, de la zone bleue, le poignet, vous voyez, il est un poignet, et je vais donc je vais l'étendre, je vais l'agrandir, en l'étendant vers la droite. Regardez, automatiquement, je viens de rajouter une troisième courbe. Walakin, il va complètement absorber, il va absorber cosinus et sinus. Il va les absorber, ça signifie quoi? Parce qu'il est tangente, quand on est au voisinage de pi sur 2, ça tend vers l'infini. Alors que cosinus et sinus, ils sont toujours entre moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1, il va apparaître comme un infiniment petit devant tangente au voisinage de pi sur 2. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus la fonction sinus et cosinus, on ne les voit plus. Donc il est déconseillé de représenter sinus et cosinus en plus de tangente dans le même graphique. Comment faire pour donc les départager? Regardez, je vais faire ça. Je vais juste retirer la dernière courbe. Je pourrais la retirer en la sélectionnant. Je viens de retrouver mes fonctions et je vais copier complètement. Regardez, je vais copier. Je vais copier ce graphique. Je vais mettre CTRL pour copier quoi que ce soit. Vous utilisez la touche CTRL. CTRL, je clique, je mets CTRL-C, CTRL-V. Je viens de le dupliquer. Alors, vous savez pourquoi je l'ai dupliqué? C'est pour montrer justement la fonction tangente. Alors, comment faire pour faire la fonction tangente? Ben, je vais descendre. Je suis en face du deuxième graphique. Je vais réduire ça et je vais le prendre et le déplacer de cette manière. Donc, j'ai gardé les abscisses X à leur place. J'ai pris la plage bleue, je l'ai glissée pour s'aligner sur la dernière colonne et j'ai réduit la largeur pour ne tenir qu'une seule colonne. Alors, mais je n'obtiendrai pas nécessairement l'allure que vous vous attendez. Ou à quoi vous vous attendez? Vous vous attendez à quoi? Normalement, la fonction, l'allure de tangente, ça fait comme ça. Ça, c'est pi sur 2. Ça, c'est moins pi sur 2. Donc ici, ça tend vers l'infini, plus l'infini, et là, ça tend vers moins l'infini, ça passe ici par 0. Ça doit faire comme ça. Donc normalement, pour avoir quelque chose de bien, il faut que je trace uniquement entre moins pi sur 2. Sinon, on a tracé entre 0 et 2 pi. Donc, ce n'est pas très bien. Donc, pour cette fonction, je dois créer une autre table. Voilà donc... pardon?
C'est un infini, c'est un infini pratique. C'est pas l'infini théorique. Pratiquement, l'infini pour nous, c'est la fin du document. C'est le fait d'avoir le clic. Le fait d'avoir un clic ici, c'est déjà l'infini. De l'autre côté, vous avez un clic vers le bas. Ça, c'est de 0 jusqu'à pi sur 2. C'est ça, pi sur 2. 0 jusqu'à pi sur 2. Mais jusqu'à pi sur 2 moins epsilon. Pi sur 2 plus epsilon, vous êtes déjà dans moins l'infini. Donc, si on continue, par exemple, si on veut tracer encore la fonction, ici, pi sur 2, au-delà de pi sur 2, pi sur 2 plus un infiniment petit, vous serez déjà sur moins l'infini. Vous allez donc reprendre, comme ça. C'est des parallèles. C'est des parallèles que vous allez obtenir. Donc là, on voit clairement qu'il y a des parallèles, sauf que comme on lui a donné des valeurs discrètes, il n'y a pas de la continuité. C'est pourquoi il y a de la truncature. Ici, vous voyez là, c'est un peu plus grand que ici. Parce que ça, c'est au vu de la précision que j'ai prise. C'est dû à la précision, puisque je saute de 0,01, avec le 0,01, ça peut être vu comme énorme. C'est-à-dire que normalement, si j'avais sauté que de 1 millième, au lieu que ça soit 1 centième, peut-être que je vais avoir ici quelque chose de plus grand, de ce côté-là. Donc, normalement, il ne faut pas faire ça. Il faut tracer uniquement entre 0 et pi sur 2 moins. Pi sur 2 moins. Il ne faut pas atteindre pi sur 2. Pi sur 2 moins epsilon. Alors, voilà donc une première introduction sur ce qu'on pourrait faire avec Excel. Alors, je vous renvoie sur ma liste YouTube. Bon. Alors, s'il vous plaît. Alors, vous irez vers YouTube et vous allez donc taper la chaîne en mettant juste mon nom. Vous tapez juste mon nom, vous allez avoir une chaîne. Ça, c'est ma chaîne, donc, dans laquelle je vais partager les différentes, s'il vous plaît. Si je refais la prochaine fois, voici donc ma chaîne. Comment? Culon, B-A-D-O-U. Ça, c'est mon nom. C'est mon nom. Si vous mettez Culon, B-A-D-O-U, vous allez avoir donc la chaîne. Là, j'ai déjà placé une première vidéo. Je vais placer celle que j'ai fait aujourd'hui. Je vais la placer incessamment. Peut-être le soir, je vais la mettre. D'accord? Comme ça, donc, chaque fois qu'on fera une démonstration, vous allez la retrouver dans ma chaîne. Le soir, vous allez retrouver donc la démo dans la chaîne. Alors, je vais donc quand même vous montrer un peu ça. Je l'ai fait juste à titre indicatif, donc pour voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Excel. Pour le moment, j'en ai des centaines, mais j'ai chargé une première. Alors ici, s'il vous plaît. Ici, en fait, moi, je vais pas vous donner, je vais pas vous la laisser. En fait, ça nécessite une heure de lecture. Oui, en fait. En tout cas, je vais vous montrer un peu vers la fin, qu'est-ce qu'on obtient. On est en train de faire un travail donc sur Excel, des calculs, comme ce qu'on a fait maintenant. Voilà. Normalement, tu as un problème. Voilà, tu es une maladie, tu as le...
Hein, voisinage. L'exemple du voisinage. Dans les deux, alors, je vous montrerai en fait vers la fin ce qu'on obtient. Vous allez le voir par la suite, d'accord? Alors, on était en train de faire ici, en fait, ça vous dit quoi ça? Ça signifie quoi pour vous? Oui? Comment? Une courbe paramétrique, mais c'est quel type de courbe celle-là? Non. Il est dans un cylindre, il est dans une surface cylindrique. C'est ce qu'on appelle? Oui, c'est une spire, on pourrait dire spire. Là, on a deux spires. C'est ce qu'on appelle une hélice. Une hélice. C'est un mouvement hélicoïdal. Ça montre ici, c'est une simulation d'un mouvement hélicoïdal. D'un point matériel le long d'une trajectoire hélicoïdale. Mais qu'on va donc animer, qu'on va programmer pour que ça s'aligne de façon automatique. Et à partir de là, on pourrait faire sortir, donc en jouant sur les paramètres, beaucoup de courbes paramétriques. En tout cas, en fait, ça, c'est un exemple parmi les exemples sur lesquels on va travailler. Vous pouvez donc le voir chez vous à tête reposée.